Imaginez une nuit d'hiver dans l'Angleterre du XIVe siècle. Dehors, le givre s'étend sur les champs dénudés et l'obscurité tombe tôt, engloutissant les villages dans un noir impénétrable. À l'intérieur de la chaumière d'un paysan, une famille se blottit sur une unique paillasse. Leur souffle visible dans l'air glacial, malgré le foyer qui se consume au centre de leur unique pièce. Le vent hurle à travers les fentes des murs entorchis, et la fumée du feu leur pique les yeux en cherchant à s'échapper par un trou dans le toit de chaume. Telle était la réalité du sommeil pour des millions de gens ordinaires au Moyen Âge, une bataille nocturne contre le froid qui fait paraître nos plaintes modernes, au sujet du thermostat presque absurde. Au fil de cette exploration, vous découvrirez les méthodes ingénieuses et souvent désespérées que les gens du Moyen Âge employaient pour survivre aux nuits les plus froides de l'hiver. Nous révélerons comment des familles entières s'organisaient dans des lits communs pour partager leur précieuse chaleur corporelle, comment les paysans vivaient aux côtés de leur bétail pour exploiter la chaleur animale, et comment même les plus riches luttaient contre les courants d'air dans leurs châteaux de pierre. Vous découvrirez bientôt la technologie de la literie médiévale, des matelas remplis de paille aux somptueuses couvertures de fourrure, ainsi que les méthodes de chauffage allant du foyer central au brasero portatif. Dans un instant, nous explorerons un modèle de sommeil oublié qui dominait la vie médiévale, le rythme biphasique du premier et du second sommeil. Nous examinerons comment les moines dormaient tout habillés dans des dortoirs glaciales, comment les enfants étaient bordés dans des berceaux près de dangereux âtres, et comment les voyageurs partageaient leurs lits avec des inconnus dans les auberges de bord de route. Ce voyage nous mènera des masures enfumées des paysans aux chambres tapissées des nobles, révélant un monde où le sommeil n'était jamais tenu pour acquis et où la chaleur était le bien le plus précieux de tous. Avant de pouvoir pleinement apprécier le défi que représentait le sommeil durant les hivers médiévaux, nous devons comprendre le climat de l'époque. Le Moyen Âge n'a pas connu de conditions météorologiques uniformes tout au long de son millénaire. La période allant d'environ 950 à 1250 a été le théâtre de ce que les spécialistes appellent l'optimum climatique médiéval, une ère où les températures à travers l'Europe étaient nettement plus élevées que dans les siècles qui suivirent. La productivité agricole augmenta, les populations crurent et la douceur relative permit une expansion vers des terres auparavant marginales. Les Vikings établirent des colonies au Groenland et des vignobles prospérèrent en Angleterre, bien plus au nord qu'il n'est possible de les cultiver aujourd'hui. Mais cette chaleur n'était pas destinée à durer. Autour de l'an 1250, un changement radical s'amorça qui allait transformer l'expérience vécue des Européens ordinaires pour les siècles à venir. Le petit âge glaciaire, comme on finit par l'appeler, s'abattit sur le continent avec des effets dévastateurs. Il ne s'agissait pas d'un gel soudain, mais plutôt d'un refroidissement progressif qui se manifesta de la manière la plus spectaculaire par l'intensité et la fréquence d'hivers brutaux. À partir du début du XIVe siècle, les températures moyennes dans les îles britanniques chutèrent d'environ 2 degrés Celsius, des anomalies de température similaires ayant été enregistrées sur tout le continent européen. Si 2 degrés peuvent sembler modestes, l'impact sur la vie quotidienne fut profond, surtout si l'on considère que le petit âge glaciaire était principalement un phénomène hivernal. Les basses températures moyennes ne résultaient pas d'un froid permanent, mais d'un nombre exceptionnellement élevé d'hivers extraordinairement froids. Les archives historiques de cette période brossent un tableau sinistre des conséquences du froid. Les chroniqueurs ont rapporté que des rivières gelaient, au point que l'on pouvait y tenir des foires sur la glace, que les récoltes étaient anéanties par des saisons de croissance raccourcies, et que le bétail périssait en nombre sans précédent. L'hiver le plus froid de toute la série de données de température du centre de l'Angleterre eut lieu en 1684, bien que de nombreux hivers des XIVe, XVe et XVIe siècles aient approché des extrêmes similaires. Dans des régions plus éloignées, l'impact fut encore plus sévère. Des archives japonaises indiquent que les températures hivernales moyennes ont chuté de 3,5 degrés Celsius durant des périodes comparables. L'expérience européenne, bien que moins extrême en chiffres absolus, représentait tout de même une rupture spectaculaire avec l'optimum climatique médiéval qui l'avait précédé. Ce changement climatique s'est produit par phases. Un premier refroidissement commença vers 1300, apportant la première vague d'hiver rigoureux. Mais une période encore plus froide débuta vers 1560, intensifiant le défi de la survie hivernale. Pour les gens ordinaires que nous étudions, cela signifiait que dormir durant les nuits d'hiver devint progressivement plus difficile au cours du bas Moyen Âge.
La chaleur dont leurs ancêtres avaient pu jouir au XIIe siècle fut remplacée par une réalité brutale, où un chauffage et une isolation inadéquats pouvaient ne faire la différence entre la vie et la mort. Ce qui rend le petit âge glaciaire particulièrement pertinent pour notre examen du sommeil médiéval, c'est sa durée. Il ne s'agissait pas d'un seul hiver rigoureux, ni même d'une décennie particulièrement mauvaise. Ce furent des siècles de froid accru, surtout en hiver, qui façonnèrent l'architecture même des maisons, la conception des lits et de la literie, les coutumes sociales entourant le sommeil et les stratégies quotidiennes de survie. Chaque solution que les gens du Moyen Âge développèrent pour dormir dans le froid, de la literie commune aux innovations architecturales, doit être comprise dans ce contexte de rigueur hivernale implacable. Le climat auquel ils faisaient face était impitoyable, et les méthodes qu'ils conçurent pour y faire face révèlent une ingéniosité remarquable, née d'une nécessité absolue. Pour la grande majorité des Européens du Moyen Âge, ceux qui travaillaient la terre et vivaient au seuil de la subsistance, les conditions de couchage reflétaient à la fois la pauvreté matérielle et la nécessité climatique. L'habitation paysanne typique mesurait entre 15 et 23 mètres de long et 4 à 6 mètres de large, bien que beaucoup fussent plus petites. Dans la plupart des cas, la structure entière se composait d'une seule pièce où le sommeil, la cuisine, les repas et le travail se déroulèrent dans le même espace confiné. La construction suivait des modèles dictés par les matériaux disponibles. Le torchis, une combinaison de treillis de bois tressé remplis de boue, de paille, d'argile et parfois de fumier animale, formait les murs. Cette humble méthode possédait des propriétés isolantes étonnamment efficaces. Les lattes tressées créaient d'innombrables petites poches d'air qui emprisonnaient l'air et offraient une résistance thermique contre le froid. De même, les toits de chaume, faits de paille ou de roseaux, offraient une excellente isolation, bien qu'ils abritassent souris, oiseaux et insectes qui laissaient tomber des débris sur les habitants en dessous. En hiver, lorsque toutes les fenêtres étaient fermées hermétiquement, la rosée se condensait sous le chaume et goûtait des chevrons au petit matin. Au centre de la plupart des maisons paysannes se trouvait le foyer, généralement une simple dépression ou un âtre surélevé positionné pour distribuer la chaleur de manière uniforme. Le feu servait à tout, cuisine, chauffage, lumière et même lutte contre les nuisibles. Mais le prix à payer était élevé. Sans cheminée digne de ce nom, la fumée devait s'échapper par de petites ouvertures sous le toit, souvent à travers un lanterneau, une structure en forme de lanterne dotée de lamelles inclinées. Malgré cette solution ingénieuse, l'air à l'intérieur en hiver était invariablement épais de fumée. Les habitants apprenaient à se déplacer dans la bande d'air relativement claire près du sol, tandis que leurs poumons en payaient le prix au fil d'une vie d'inhalation de fumée. Pour la plupart des paysans, le lit consistait en une dalle de pierre, une plateforme en bois surélevée, ou simplement une zone de terre battue recouverte d'un mince matelas. Ces matelas étaient rudimentaires, de grands sacs de toile grossière bourrés de paille, de foin ou de tourbe. Les paysans plus aisés pouvaient avoir des matelas remplis de laine ou de chiffon. Les plus pauvres dormaient sur de la paille éparpillée directement sur le sol. La taille de ces lits reflétait une stratégie de survie cruciale. Les familles paysannes médiévales ne dormaient pas dans des lits séparés. Au lieu de cela, toute la famille partageait une seule surface de couchage, se blottissant les uns contre les autres pour se réchauffer dans un arrangement soigneusement organisé. Le couple marié occupait le centre, leur chaleur corporelle combinée formant le noyau le plus chaud. Les filles étaient placées du côté le plus proche du mur, la plus jeune étant la plus près de sa mère. Les fils occupèrent le côté opposé, disposés de la même manière par âge. Cette configuration maximisait la rétention de chaleur et protégeait les plus vulnérables des bords les plus froids. Au cœur de l'hiver, cette disposition de sommeil commun n'était pas simplement une coutume, elle était essentielle à la survie. La chaleur corporelle partagée entre 5, 6, 7 membres de la famille, ou plus, pouvait faire la différence entre se réveiller le matin ou succomber à l'hypothermie. On ne dormait pas seul par choix durant un hiver médiéval, à moins de vouloir risquer de mourir de froid. Une source de chaleur supplémentaire provenait d'un quartier inattendu, le bétail. Dans les maisons paysannes du nord de l'Europe, en particulier dans les régions qui connaissaient les hivers les plus rudes, il était courant de loger les animaux dans une section de l'habitation adjacente ou même sous l'espace de vie humain. Une maison longue typique pouvait être divisée en 2 sections, une pour la famille et une autre pour leurs vaches, leurs cochons, leurs poules et autres animaux. Dans certains cas, notamment en Islande médiévale et dans d'autres climats nordiques extrêmes,
Les tables étaient en fait creusées sous les quartiers d'habitation afin que la chaleur générée par les animaux monte directement dans l'espace où les gens dormaient. Une seule vache produit une chaleur équivalente à celle d'un petit foyer, un fait que les paysans médiévaux comprenaient intimement même s'ils n'avaient pas nos explications scientifiques modernes. La chaleur corporelle combinée de plusieurs grands mammifères pouvait augmenter la température intérieure d'une habitation de plusieurs degrés critiques, assez pour rendre le sommeil possible les nuits où il aurait été autrement insupportablement froid. Cet arrangement exigeait des habitants qu'ils acceptent des conditions de vie qui seraient intolérables selon les normes modernes. L'odeur des déjections animales, les bruits du bétail se déplaçant et vocalisant toute la nuit, l'humidité et la matière biologique supplémentaire dans l'air, tout cela faisait simplement partie de la vie. Les paysans médiévaux développèrent une tolérance à de telles conditions qui semblent presque surhumaines de notre point de vue contemporain, mais elle était née de la nécessité plutôt que du choix. Que portaient les paysans pour dormir? La plupart dormaient simplement dans leurs vêtements de jour, surtout en hiver. Enlever ces vêtements signifiait perdre une importante couche d'isolation. Certains dormaient dans leurs sous-vêtements, de simples chemises ou blouses de lin. Les plus pauvres dormaient nus, ne comptant que sur les couvertures qu'ils possédaient et la chaleur corporelle partagée. Une pratique quasi universelle était de dormir avec une forme de couvre-chef, des bonnets de laine, des coiffes de lin ou de simples tissus qui fournissaient une chaleur supplémentaire et protégèrent les dormeurs des débris tombant du toit de chaume. Les lits eux-mêmes étaient souvent surélevés sur de simples pieds en bois, non pas pour le confort, mais pour une gestion thermique pratique. L'air froid, étant plus dense, se dépose près du sol, donc un lit surélevé même de quelques centimètres signifiait que les dormeurs ne reposaient pas dans la couche d'air la plus froide. Lors des nuits particulièrement glaciales, une paysanne pouvait chauffer des pierres ou des briques près du feu, les envelopper dans un tissu et les placer dans le lit pour préchauffer la zone de couchage. Tandis que les paysans se contentaient de paille et de chaleur commune, l'évolution de la technologie du lit à travers la société médiévale en dit long sur les divisions de classe et le désir humain universel de confort. Les preuves archéologiques et les sources documentaires fournissent des informations détaillées. L'analyse des testaments de Lunebourg, en Allemagne, de 1323 à 1500, démontre que dormir dans un vrai lit était la norme dans toutes les classes sociales à la fin du Moyen Âge, bien que la qualité ait varié énormément. L'équipement de lit standard comprenait une paillasse, un édredon ou un lit de plumes, des coussins, des oreillers, des draps et des couvertures. La construction d'un lit médiéval commençait par le chalit lui-même. Il s'agissait d'un cadre en bois, souvent en chêne ou autre bois durable, avec un treillis de lattes de bois ou de cordes tissées pour soutenir les matelas. Les lits à sommier de cordes nécessitaient un resserrage périodique, car les cordes se détendaient à l'usage, donnant naissance à l'expression anglaise « sleep tight », dormez bien, qui était à l'origine un conseil pratique plutôt qu'un souhait affectueux. La qualité de la construction du chalit variait avec la richesse du propriétaire, allant de cadres grossièrement taillés pour les paysans à des chefs-d'œuvre richement sculptés et peints pour la noblesse. Sur ce cadre reposaient non pas une, mais généralement plusieurs couches de matelas, chacune servant un but différent. La couche inférieure était presque toujours une paillasse, essentiellement un grand sac en toile rempli de paille ou de foin. Cela fournissait du volume et un certain amorti tout en élevant le dormeur au-dessus de la surface dure des lattes de bois ou des cordes. La paille était facilement disponible après la récolte et devait être changée régulièrement, idéalement plusieurs fois par an, car elle se tassait et accumulait l'humidité, la vermine et les odeurs désagréables. Dans les meilleures maisons, cette paillasse était recouverte d'un deuxième matelas rempli de laine, qui offrait une meilleure isolation et un soutien plus confortable. Le matelas de laine représentait une amélioration significative en termes de qualité et de coût, car la laine devait être tondue, nettoyée et traitée avant d'être fourrée dans son enveloppe. Pour les riches, une troisième couche couronnait l'ensemble des matelas. Le lit de plumes. Celui-ci était rempli de plumes douces ou de duvet, souvent d'oie, et représentait le summum du luxe de la literie médiévale. Les lits de plumes étaient si chers, nécessitant les plumes de nombreux oiseaux et un savoir-faire artisanal pour créer une répartition correcte du garnissage dans l'enveloppe. Lorsqu'il était bien fait, un lit de plumes offrait non seulement un amorti, mais aussi une excellente isolation, emprisonnant l'air dans la matrice de plumes et créant une enveloppe chaude autour du dormeur. Les nobles et les riches marchands pouvaient empiler plusieurs lits de plumes les uns sur les autres,
créant des surfaces de couchage si hautes qu'il fallait un marchepied pour y accéder. Sur ces couches de matelas venaient les linges. Le drap de dessous, généralement en lin pour ceux qui pouvaient se le permettre, offrait une surface plus propre pour dormir et pouvait être lavé plus facilement que les matelas eux-mêmes. Le lin avait l'avantage d'être relativement durable et de devenir plus doux à force de lavage. Pour les moins riches, des toiles plus rudes de laine ou de chanvre pouvaient servir le même objectif, bien qu'elles fussent moins confortables contre la peau. Par-dessus le dormeur venaient des couches supplémentaires. Un traversin, un long oreiller cylindrique qui s'étendait sur toute la largeur du lit, était placé à la tête. Des oreillers individuels pouvaient être appuyés contre ce traversin pour chaque dormeur, bien que les oreillers fussent des articles de luxe en eux-mêmes et non accessibles à tous. Les couvertures formaient la couche d'isolation cruciale entre le dormeur et l'air froid. La laine était le matériau principal des couvertures médiévales, et pour de bonnes raisons. La laine conserve ses propriétés isolantes même lorsqu'elle est humide. Elle est durable, et elle était facilement disponible dans une grande partie de l'Europe, où les moutons étaient élevés pour leur viande et leurs fibres. La qualité des couvertures en laine variait considérablement. Les ménages riches possédèrent des couvertures de laine fine et tissées serrées, parfois teintes dans des couleurs coûteuses, tandis que les paysans se contentaient de laine plus rêche et grossière dans ses couleurs naturelles. Plusieurs couvertures pouvaient être superposées pour plus de chaleur, le nombre exact étant ajusté selon la saison. Pour les plus fortunés, les fourrures représentaient le neckes plus ultra de la literie par temps froid. Des peaux d'ours, de loups, de renards, d'écureuils et d'autres animaux étaient cousus ensemble pour créer des couvertures de fourrure qui offraient une chaleur exceptionnelle. Le commerce de la fourrure en Europe médiévale était étendu, certains types de fourrure dénotant un statut social particulier. L'hermine, avec sa fourrure blanche distinctive et ses pointes de queue noire, était réservée à la royauté et à la plus haute noblesse. Les fourrures de castor, de zibeline et de martre indiquaient une richesse substantielle. Même des fourrures plus modestes comme le lapin ou la peau de mouton, bien que moins prestigieuses, offraient de tout de même une isolation efficace contre le froid. Certains couvre-lits étaient réversibles, avec de la soie coûteuse d'un côté et de la fourrure pratique de l'autre, permettant d'afficher sa richesse ou de privilégier la chaleur selon les circonstances. La technologie des rideaux de lit mérite une attention particulière pour leur rôle crucial dans la chaleur hivernale. Les tentures de lit servaient à plusieurs fins: préserver l'intimité, afficher la richesse et surtout emprisonner la chaleur autour de la zone de couchage. En entourant le lit de lourds rideaux, souvent en laine, en velours ou en d'autres tissus épais, les dormeurs créaient un plus petit volume d'air que leur chaleur corporelle pouvait réchauffer plus efficacement. Cette approche de pièce dans la pièce était particulièrement précieuse dans les châteaux de pierre pleins de courants d'air. Au cœur de l'hiver, ces rideaux restaient fermés autant que possible, créant un microclimat nettement plus chaud que la pièce environnante. Les chauffe-lits remédiaient à l'inconfort de se glisser dans un lit froid. À l'époque médiévale, le chauffe-lit le plus courant était simplement une pierre ou une brique chauffée près du feu, puis enveloppée dans un tissu et transportée jusqu'au lit. On la plaçait sous les couvertures pour préchauffer la surface de couchage, conservant la chaleur pendant plusieurs heures. Au XVIe siècle, des bassinoires plus sophistiquées apparurent, des récipients en métal avec des couvercles perforés et de longs manches en bois, remplis de braises chaudes. L'entretien de la literie médiévale demandait beaucoup de travail. La paille des matelas devait être remplacée régulièrement. Les lits de plumes nécessitaient d'être secoués périodiquement. Les draps et les couvertures devaient être lavés. Dans les meilleures maisons, la literie pouvait être changée et nettoyée 4 fois par an, souvent au fil des saisons. Sans un chauffage adéquat de l'espace de vie lui-même, aucune quantité de couverture ou de rideaux ne pouvait assurer la survie durant les nuits d'hiver les plus froides. Pour la grande majorité des Européens du Moyen Âge, le foyer central restait la principale source de chauffage. L'emplacement central était soigneusement calculé pour distribuer la chaleur de manière uniforme dans l'espace unique de la pièce. L'efficacité d'un foyer central, malgré son apparente primitivité, dépassait en réalité celle d'une cheminée encastrée dans un mur. Une cheminée, avec son conduit aspirant l'air vers le haut, crée un fort tirage qui aspire l'air chauffé de la pièce et l'envoie par le conduit hors de la maison. Une grande partie de la chaleur du feu est littéralement évacuée à l'extérieur. Un foyer central, en revanche, rayonne la chaleur dans toutes les directions dans l'espace de vie. Seule la fumée de vent trouvait son chemin vers l'extérieur par le lanterneau ou les trous à fumée dans le toit.
La chaleur elle-même reste dans la pièce de manière beaucoup plus efficace. Ce principe physique fondamental explique pourquoi les foyers centraux ont persisté si longtemps malgré l'invention de la cheminée. Pourtant, cette efficacité avait un coût sévère pour la qualité de l'air et la santé. La fumée du feu qui brûlait constamment remplissait l'espace intérieur, surtout en hiver lorsque les fenêtres et les portes étaient maintenues scellées contre le froid. La fumée cherchait à s'échapper par le lanterneau, une structure astucieusement conçue dans le toit qui comportait des lamelles inclinées pour permettre à la fumée de sortir tout en empêchant la pluie et la neige de pénétrer à l'intérieur. Mais le lanterneau avait ses limites. Les conditions de vent, en particulier les fortes rafales ou les changements de direction, pouvaient en fait refouler la fumée à l'intérieur de l'habitation. Les inversions de température pouvaient piéger la fumée à l'intérieur. Le volume de fumée produit par un feu brûlant tout au long de la journée et une grande partie de la nuit dépassait souvent la capacité de ventilation du lanterneau. Les habitants de telles demeures développèrent une compréhension pratique du comportement de la fumée. Ils apprirent que l'air le plus clair restait dans une bande près du sol, car la fumée monte et s'accumule près du plafond avant de trouver son chemin vers le lanterneau. Les jeunes enfants et les animaux occupaient naturellement cette zone inférieure. Les adultes apprenaient à s'accroupir ou à se déplacer efficacement à travers les couches supérieures de fumée. Mais la nuit, en position allongée pour dormir, il n'y avait aucun moyen d'échapper à une exposition prolongée à la fumée. Les conséquences sur la santé étaient graves. Les maladies respiratoires étaient courantes. La toux chronique était quasi universelle chez ceux qui vivaient toute leur vie avec des foyers centraux. Et les dommages pulmonaires s'accumulaient au fil des décennies. Les textes médicaux de l'époque mentionnent fréquemment les affections respiratoires et l'analyse moderne des restes squelettiques médiévaux montre des signes de stress respiratoire chronique. La cheminée avec conduit, apparue pour la première fois en Europe occidentale au cours du XIIe siècle, resta largement réservée aux riches. Une cheminée digne de ce nom nécessitait un travail de maçonnerie qualifié et des matériaux bien au-delà des moyens de la plupart des paysans. De plus, les cheminées exigent beaucoup plus de bois pour chauffer un espace à la même température qu'un foyer central. Pour ces raisons, les cheminées restèrent des marqueurs de statut social pendant une grande partie de la période médiévale. Au-delà des sources de chauffage actives, les gens du Moyen Âge employaient diverses méthodes passives. Les tapisseries et les tentures murales dans les maisons plus riches servaient un double objectif: afficher la richesse, mais aussi créer un espace d'air entre les murs de pierre froid et l'intérieur de la pièce. Les revêtements de sol, des joncs ou de la paille répandue sur le sol fournissaient une couche isolante entre les pieds et les sols froids en pierre ou en terre. La gestion du feu pendant les heures de sommeil mérite une attention particulière. Dans les maisons paysannes, le feu brûlait idéalement toute la nuit, bien que réduit à une intensité plus faible pour économiser le combustible. Cela signifiait que quelqu'un devait se réveiller pendant la nuit pour ajouter du combustible et s'assurer que le feu continuait de brûler. Cette pratique était directement liée au modèle de sommeil biphasique, car la période d'éveil entre le premier et le second sommeil offrait l'occasion de s'occuper du feu. Si la richesse permettait certainement d'acheter de meilleurs lits, une literie plus fine et un chauffage plus sophistiqué, même la plus haute noblesse ne pouvait échapper entièrement au défi fondamental de rester au chaud pendant les hivers médiévaux. Les châteaux de pierre et les grands manoirs qui symbolisaient le pouvoir et le prestige étaient, à bien des égards, exceptionnellement difficiles à chauffer, et les conditions de couchage de l'élite révèlent que l'intimité et le confort individuel étaient loin d'être universels, même parmi ceux qui en avaient le plus les moyens. Commençons par les conditions de couchage dans les châteaux médiévaux. Ces imposantes fortifications qui dominaient le paysage et la structure politique de l'Europe médiévale. La grande salle formait le centre de la vie de château, une vaste pièce où le seigneur tenait sa cour, où se déroulaient les festins et où se traitaient la plupart des affaires quotidiennes du domaine. Ce que l'on sait moins, c'est que la grande salle servait également de dortoir pour de nombreux habitants du château. La nuit, serviteurs, hommes d'armes, écuyers et chevaliers de passage dormaient sur le sol de la grande salle, sur des paillasses ou des lits gigognes s'ils avaient de la chance, ou simplement sur les joncs répandus sur le sol en pierre s'ils n'en avaient pas. Une paillasse était essentiellement un matelas fin, souvent rempli de paille, qui pouvait être enroulé et rangé pendant la journée. Un lit gigogne était un lit bas sur roulette qui pouvait être poussé sous un lit plus grand lorsqu'il n'était pas utilisé. Même le seigneur et la dame du château ne jouissaient là pas toujours de chambres à coucher privées. Au début du Moyen Âge, et dans certains cas jusqu'au siècle suivant,
La famille noble pouvait dormir à l'extrémité supérieure de la grande salle elle-même, séparée de ses serviteurs uniquement par un rideau ou un paravent en bois. Cet arrangement offrait une intimité minimale selon les normes modernes, mais était considéré comme acceptable dans une culture où l'intimité n'était pas particulièrement valorisée ou attendue. La distinction importante n'était pas la séparation complète, mais plutôt la différenciation symbolique et spatiale. Le seigneur et la dame occupaient le haut de la salle, la place d'honneur, même pour dormir. À mesure que l'architecture des châteaux évoluait, les chambres à coucher privées devinrent plus courantes pour la noblesse, généralement accessibles par un petit passage ou un escalier à l'extrémité supérieure de la grande salle. Ces chambres, souvent situées à un étage supérieur, offraient plus d'intimité et de sécurité, bien qu'elles introduisissent de nouveaux défis en matière de chauffage. Une chambre séparée de la grande salle ne pouvait pas bénéficier de la grande cheminée qui chauffait cet espace commun. Des cheminées plus petites pouvaient être installées dans les chambres privées, mais chauffer une pièce en pierre aux murs épais et souvent au haut plafond nécessitait des quantités substantielles de combustible. Les pierres elles-mêmes absorbaient la chaleur lentement et la libéraient lentement, ce qui signifiait qu'une chambre pouvait ne pas atteindre une température confortable avant que le feu n'ait brûlé pendant des heures. Une fois chauffées, les pierres aidaient à maintenir la chaleur, mais le chauffage initial était inefficace. C'est là que la technologie des rideaux et des baldaquins de lit devenait essentielle. Nous avons discuté de leur construction, mais leur importance dans les chambres nobles ne peut être surestimée. En créant un espace clos autour du lit, de lourds rideaux de velours ou de laine transformaient une chambre de pierre froide en un environnement de sommeil tolérable. Le lit devenait en effet une pièce dans la pièce, une architecture textile qui créait un microclimat que le dormeur pouvait chauffer avec sa seule chaleur corporelle. Des sources contemporaines décrivent des lits si clos que presque aucune circulation d'air ne se produisait, lorsque tous les rideaux étaient tirés, rendant l'espace étouffant mais indéniablement plus chaud que la chambre au-delà. Les lits eux-mêmes dans les chambres nobles étaient des meubles imposants, des symboles de statut autant que des surfaces de couchage. Un lit à baldaquin pouvait mesurer 2,5 mètres de haut, avec des colonnes richement sculptées, soutenant un cadre de ciel de lit substantiel. Les matelas étaient superposés en couches épaisses de paille, de laine et de plumes, créant une surface de couchage si haute qu'un ensemble de marches en bois, appelées marchepieds de lit, était nécessaire pour y monter. Cette élévation servait des objectifs pratiques au-delà de la commodité. Les parties les plus hautes d'une pièce, où la chaleur monte, sont les plus chaudes. Donc, dormir à plusieurs dizaines de centimètres du sol signifiait dormir dans une couche d'air plus chaude. La hauteur offrait également une protection contre les rongeurs et autres nuisibles du sol. Pourtant, même dans ces circonstances privilégiées, l'intimité restait limitée d'une manière qui choquerait les sensibilités modernes. Il était courant que les serviteurs personnels dorment dans la même chambre que leurs employeurs nobles, généralement sur des paillasses ou des lits gigognes. La femme de chambre d'une dame pouvait dormir sur un petit lit qui se tirait dessous le grand lit, prête à assister sa maîtresse à toute heure de la nuit. Le chambellan ou le serviteur personnel d'un seigneur pouvait dormir dans la même pièce, parfois sur une simple paillasse au sol. Ces serviteurs étaient considérés comme si intégrés à la maisonnée et si dignes de confiance que leur présence dans la chambre à coucher n'était pas vue comme une intrusion, mais plutôt comme une commodité nécessaire. En passant des châteaux aux villes, nous constatons que les riches marchands urbains occupaient un terrain d'entente entre la grandeur noble et la simplicité paysanne. La maison d'un marchand prospère dans des villes comme Londres, Paris, Florence, où les centres commerciaux de la Ligue hanséatique pouvaient contenir plusieurs pièces, y compris des chambres à coucher dédiées aux marchands et à sa famille. Ces chambres étaient meublées de lits de bonne qualité, peut-être pas aussi élaborés que les lits à baldaquin des nobles, mais néanmoins substantiels. Les lits à ciel de lit avec des rideaux attachés à des cadres montés au plafond étaient courants dans les maisons de marchands. La literie comprenait des matelas de laine ou de plumes, des draps de lin, des couvertures de laine et peut-être un couvre-lit en fourrure pour l'hiver. Le phénomène du sommeil commun s'étendait au-delà des unités familiales pour inclure les hébergements commerciaux. Les voyageurs de l'Europe médiévale dépendaient des auberges, des monastères offrant l'hospitalité ou des maisons privées disposées à accueillir des étrangers contre rémunération. Dans les auberges médiévales typiques, les chambres individuelles étaient beaucoup moins courantes que dans les hôtels modernes. Au lieu de cela, de grandes chambres contenaient plusieurs lits, avec souvent 3 ou 4 personnes assignées à chaque lit. Les voyageurs s'attendaient à partager un lit avec de parfaits inconnus,
et des coutumes sociales se développèrent autour de cette pratique. Il y avait des règles, souvent affichées ou expliquées par les aubergistes, sur le partage respectueux du lit. Chaque personne avait droit à la moitié de la largeur du lit. On ne devait pas déranger son compagnon de lit inutilement. Le ronflement, bien qu'inévitable, devait être minimisé si possible par la position de sommeil. Cette pratique nous semble extraordinaire, mais dans le contexte médiéval, elle était tout à fait normale. L'intimité était un concept appliqué principalement à la séparation des classes sociales et des sexes, pas aux espaces de sommeil individuels. Les hommes et les femmes ne partagèrent pas de lit à moins d'être mariés ou de la même famille, mais que des hommes partagent un lit avec d'autres hommes, ou des femmes avec d'autres femmes ne choquait personne. Même avec de meilleurs lits, une literie plus fine et un chauffage plus sophistiqué, les riches affrontaient encore les nuits d'hiver avec une certaine appréhension. Leurs avantages sur les paysans étaient réels et substantiels, mais c'étaient des différences de degré plutôt que de nature. Un noble dans un château de pierre avec une cheminée, un lit de plumes et des couvertures de fourrure dormait mieux qu'un paysan sur de la paille, partageant la chaleur avec le bétail. Mais tous deux habitaient un monde où le froid hivernal était un adversaire sérieux, où le souffle se condensait dans des chambres prétendument chauffées, et où la différence entre la vie et la mort pouvait dépendre de l'entretien d'un feu tout au long de la nuit. Le climat médiéval ne respectait aucune frontière sociale, et si la richesse pouvait acheter des atténuations, elle ne pouvait acheter l'immunité. Parmi toutes les conditions de couchage de la société médiévale, celle des moines et des nonnes représente un cas particulier, façonné non seulement par des considérations pratiques, mais aussi par des idéaux religieux de discipline, de communauté et de préparation spirituelle. La règle de saint Benoît fournissait des directives spécifiques. Les moines devaient dormir dans un dortoir commun, soulignant la vie communautaire et permettant une surveillance mutuelle. Le dortoir était généralement situé à l'étage supérieur du cloître du monastère, relié directement à l'église par un escalier de nuit. Cette disposition architecturale permettait aux moines de descendre directement de leur quartier de sommeil à l'église pour les vigiles nocturnes sans sortir à l'extérieur. Les conditions de couchage reflétaient les valeurs monastiques de simplicité et d'égalité. Chaque moine se voyait attribuer un lit composé d'un cadre en bois, surmonté d'un simple matelas. La règle de saint Benoît prescrivait que les moines devaient dormir sur un matelas avec une couverture, un couvre-lit et un oreiller. Ces matelas étaient généralement remplis de paille, bien que certains monastères fournissent des matelas de plumes pour les moines âgés ou infirmes. Une caractéristique distinctive était la pratique de dormir tout habillés. Les moines n'enlevaient que leurs robes extérieures, dormant dans leurs habits avec les ceintures desserrées. Le chapitre 22 de la règle stipule que les moines doivent dormir vêtus et sains, prêts à se lever immédiatement lorsqu'ils sont appelés à la prière. Cette pratique avait des implications évidentes pour la chaleur pendant l'hiver. Le dortoir lui-même était rarement chauffé, même par les temps les plus froids. L'ascétisme était une valeur monastique fondamentale, et endurer le froid était considéré comme une mortification de la chair qui rapprochait le moine de Dieu. Les moines dormaient dans le froid par discipline religieuse. Le rythme du sommeil monastique différait fondamentalement des modèles séculiers. Les moines se retiraient peu après les complis, qui avaient lieu après le coucher du soleil. Ils dormaient pendant plusieurs heures avant d'être réveillés pour les vigiles, également appelées matines, vers 2 heures du matin. Après cet office, les moines retournaient au dortoir pour une deuxième période de sommeil avant de se lever pour les laudes à l'aube. Ce modèle signifiait que les moines pratiquaient une forme de sommeil biphasique par mandat religieux. Parmi tous les aspects du sommeil médiéval qui divergent de notre expérience moderne, aucun n'est peut-être plus fascinant que la pratique du sommeil biphasique ou segmenté. C'était un modèle dans lequel les gens ne dormaient non pas en un seul bloc continu, mais en 2 périodes distinctes, séparées par 1 heure ou plus d'éveil au milieu de la nuit. Loin d'être inhabituel, ce modèle était la norme dans toute l'Europe pré-industrielle et dans une grande partie du monde pré-industriel. La redécouverte du sommeil biphasique est largement attribuée à l'historien A. Roger E. Kirsch, professeur à Virginia Tech, dont les recherches sur les habitudes de sommeil historiques ont fondamentalement changé notre compréhension de la façon dont les gens du passé vivaient la nuit. Son article « Sleep We Have Lost » a été publié en 2001 et son livre « At Day's Close, Night in Times Past », publié en 2005, a présenté des preuves provenant de plus de 500 références à des modèles de sommeil segmentés trouvés dans des journaux intimes, des archives judiciaires, des textes médicaux, des pièces de théâtre, de la littérature et de la correspondance personnelle.
s'étendant de la Grèce antique à l'ère moderne. Ces recherches ultérieures ont identifié plus de 2000 références de ce type dans plus d'une douzaine de langues, créant un corpus de preuves écrasant que ce fut le modèle de sommeil dominant pendant une grande partie de l'histoire humaine. Le modèle typique fonctionnait comme suit. Les gens se couchaient relativement peu de temps après la tombée de la nuit, souvent entre 9 et 10 heures. Cette première période de sommeil, appelée premier sommeil en anglais, premier somme en français et primo sonno en italien, durait environ 3 à 4 heures. Vers minuit ou 1 heure du matin, les gens se réveillaient naturellement. La période d'éveil qui suivait, parfois appelée le guet, durait généralement 1 à 2 heures. Pendant cet intervalle, les gens s'adonnaient à une gamme remarquablement large d'activités. Les recherches des Kirsch documentent que cette période d'éveil était utilisée pour la prière silencieuse et la méditation. C'était aussi un moment courant pour l'intimité entre époux. Les textes médicaux de l'époque recommandaient des rapports sexuels pendant cet intervalle. Au-delà de la dévotion religieuse et de l'intimité, les gens utilisaient le guet pour des tâches ménagères pratiques, vérifier les feux, s'occuper du bétail ou veiller sur les enfants. Il est important de noter que ce n'était pas du temps passé à essayer anxieusement de se rendormir. Les sources historiques indiquent clairement que les gens s'attendaient à être éveillés pendant le guet et ne le considéraient pas comme de l'insomnie ou un problème à résoudre. Le second sommeil, également appelé sommeil du matin, commençait après la fin de la période de guet, généralement vers 2 ou 3 heures du matin. Cette seconde période de sommeil durait jusqu'à l'aube ou plus tard, généralement de 3 à 4 heures. La durée totale du sommeil sur les deux périodes pouvait varier de 7 à 9 heures, ce qui est à peu près comparable aux recommandations modernes, mais le sommeil était divisé plutôt que consolidé. Les références littéraires à ce modèle abondent. Les Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer mentionnent spécifiquement le premier somme. Les œuvres de William Shakespeare contiennent des références au sommeil segmenté. Les documents juridiques fournissent des preuves inattendues, car les dépositions judiciaires font souvent référence au premier sommeil, au second sommeil et à la période de guet pour établir la chronologie des événements. Pourquoi les gens dormaient-ils de cette façon? Les preuves suggèrent que c'était biologique, culturel et environnemental. D'un point de vue biologique, certains chercheurs du sommeil ont suggéré que le sommeil biphasique pourrait être un modèle de sommeil humain plus naturel que le sommeil consolidé. D'un point de vue environnemental, l'ère préélectrique signifiait que les nuits étaient très longues en hiver, durant souvent de 12 à 16 heures. Dormir pendant une obscurité aussi prolongée en une seule période continue pouvait en fait être difficile. Qu'est-ce qui a mis fin à la pratique du sommeil biphasique? Le moteur fondamental fut l'éclairage artificiel. À mesure que les bougies devinrent plus abordables, et surtout que l'éclairage au gaz et électrique devint disponible, les gens purent prolonger leurs heures d'éveil plus tard dans la soirée. La révolution industrielle accéléra ce changement, car le travail en usine exigeait des horaires stricts et de la ponctualité. À la fin du 19e siècle, le sommeil biphasique avait largement disparu. Comprendre le sommeil biphasique change fondamentalement notre image des nuits médiévales. La période entre le crépuscule et l'aube n'était pas une longue période d'inconscience, mais plutôt un rythme plus complexe impliquant le sommeil, l'éveil, diverses activités, puis, à nouveau, le sommeil. Les conditions de couchage des enfants, et en particulier des nourrissons, révèlent à la fois les soins parentaux dans des circonstances difficiles et les dures réalités d'un monde où la mortalité infantile était terriblement élevée. Pour les nourrissons, l'équipement de couchage principal était le berceau. Ceci allait de simples boîtes en bois ou en osier sur des bascules pour les familles paysannes à des berceaux en bois richement sculptés et doublés de tissus coûteux pour les nourrissons nobles. La plupart étaient conçus pour se balancer, soit sur des bascules courbes, soit suspendus par des cordes à un cadre. L'intérieur était doublé de matériaux doux, de la simple paille pour les paysans au matelas de laine ou de plumes pour les riches. L'emplacement des berceaux était soigneusement étudié. Les berceaux étaient généralement positionnés près de l'âtre pour garder le nourrisson au chaud, une nécessité étant donné que les nourrissons ne peuvent pas réguler leur température corporelle aussi efficacement que les adultes. Cependant, cette proximité créait de graves dangers. Des sources contemporaines documentent de nombreux accidents tragiques où des étincelles ont enflammé la literie du berceau. Un débat important concernait la question de savoir si les nourrissons devaient dormir dans des berceaux ou dans le lit de leurs parents. Le cododo était une pratique courante dans toutes les classes sociales, mais elle était aussi controversée et dangereuse. Le risque d'étouffement,
lorsqu'un adulte se retournait sur un nourrisson pendant son sommeil et l'étouffait, était bien connu. Malgré les avertissements, le cododo restait courant, en particulier par temps froid, lorsque la survie d'un nourrisson pouvait dépendre de la chaleur fournie par les corps des adultes. Lorsque les enfants grandissaient au-delà de la petite enfance, ils passaient des berceaux au sommeil dans des lits avec les membres de la famille, suivant les modèles de sommeil communs déjà discutés. Les enfants de la société médiévale n'étaient pas choyés ou pourvus de logements de sommeil spéciaux au-delà du stade du berceau. On s'attendait à ce qu'ils s'adaptent au même froid, à l'inconfort et aux arrangements communs que les adultes. Le taux élevé de mortalité infantile et juvénile, peut-être de 30 à 50% de décès avant d'atteindre l'âge adulte, doit être compris en partie dans le contexte de ces conditions de sommeil. L'étouffement par un adulte, les accidents impliquant des feux près des berceaux, l'hypothermie et les maladies respiratoires contribuaient tous à la mort des enfants. Après avoir examiné les structures, les technologies et les pratiques du sommeil médiéval, il vaut la peine de considérer l'expérience subjective et sensorielle de dormir pendant une nuit d'hiver au Moyen Âge. Reconstituer de telles expériences à distance historique est spéculatif, mais en synthétisant les preuves physiques et les descriptions contemporaines, nous pouvons esquisser une image qui donne vie à l'expérience. L'expérience sensorielle dominante était presque certainement le froid. Même avec toutes les mesures disponibles employées, les espaces de sommeil médiévaux étaient froids selon les normes modernes. Le souffle se condensait dans l'air. Les extrémités pouvaient s'engourdir malgré les bas de laine et la chaleur partagée. Le froid n'était pas vif et choquant, mais plutôt un frisson persistant et inéluctable qui imprégnait tout. Le son était une autre présence constante. Le vent était peut-être le son le plus omniprésent, sifflant à travers les fentes des murs, hurlant au coin des maisons et faisant vibrer les volets. Le feu crépitait et pétillait. Le bétail bougeait et vocalisait toute la nuit. En milieu urbain, on pouvait entendre les voisins à travers les murs mitoyens. À l'intérieur de l'espace de couchage lui-même, les sons humains dominaient. Dans les lits communs abritant plusieurs membres de la famille, quelqu'un bougeait, toussait, ronflait ou murmurait toujours. L'irritation respiratoire chronique due à la fumée signifiait que la toux était quasi universelle. L'odorat dans les espaces de sommeil médiévaux était intense et, selon les normes modernes, extrêmement désagréable. L'odeur de la fumée de bois était universelle et envahissante. Les odeurs animales, lorsque le bétail partageait ou jouxtait l'espace humain, ajoutaient des couches de fumier, d'urine et d'odeurs générales de basse-cour. Les odeurs humaines étaient significatives à une époque où le bain était peu fréquent. L'expérience tactile variait considérablement selon la classe sociale. Pour les paysans dormant sur des matelas de paille, la sensation était celle d'une literie rêche et inégale. La paille traversait le tissu, irritant la peau. Pour les riches, les lits de plumes offraient une surface plus douce, mais même les dormeurs d'élite enduraient le froid. Les insectes et les parasites ajoutaient leur propre dimension sensorielle. Puces, poux, punaises de lit et autres vermines prospéraient dans la literie médiévale, se nourrissant des humains endormis tout au long de la nuit. L'expérience visuelle était simplement l'obscurité, une obscurité véritable, non altérée par les lampadaires ou toute lumière ambiante. Lorsque les feux s'éteignaient, lorsque les bougies étaient éteintes, lorsque les rideaux de lit étaient tirés, l'obscurité était complète et absolue. Pourtant, au milieu de toutes ces difficultés, il y avait des moments de véritable confort. La chaleur d'un autre corps à côté de soi procurait non seulement une chaleur physique, mais aussi un réconfort émotionnel. Le soulagement de s'allonger enfin après une journée de travail physique devait être profond. Le sentiment de sécurité qui accompagnait le retrait dans l'espace de couchage était également significatif. Le sommeil lui-même était probablement agité et fréquemment interrompu par le froid, le bruit, les insectes, le besoin d'uriner, la toux et le rythme biphasique naturel qui incluait une période d'éveil au milieu de la nuit. L'idéal moderne de 8 heures de sommeil ininterrompu dans un environnement calme, sombre et à température contrôlée n'était tout simplement pas la réalité médiévale. Alors que nous émergeons de cette exploration, de la manière dont les gens ordinaires dormaient pendant les nuits les plus froides du Moyen Âge, plusieurs thèmes profonds se dégagent. Nous avons vu que le sommeil médiéval était façonné par une interaction complexe entre le climat, la technologie, la structure sociale, les croyances religieuses et la réalité économique. Le petit âge glaciaire a créé des conditions environnementales d'une dureté exceptionnelle, nécessitant toutes les stratégies de survie disponibles, du sommeil commun à la chaleur animale partagée. La technologie de l'époque
La construction en torchis, les foyers centraux, les matelas de paille, les couvertures de laine et les rideaux de lit représentaient les meilleures solutions disponibles dans les contraintes de l'époque. Les structures sociales influençaient profondément les conditions de couchage. Le sommeil commun qui caractérisait la vie paysanne, des familles entières partageant un seul lit dans des arrangements ordonnés par l'âge, reflétait à la fois la pauvreté matérielle et le partage pragmatique de la chaleur. Pourtant, même la noblesse, dans ses châteaux de pierre avec cheminée et lits de plumes, ne pouvait atteindre une véritable intimité selon les normes modernes. Le monde médiéval était beaucoup moins individualiste que le nôtre, et les conditions de couchage reflétaient et renforçaient les modes de vie communautaires. La croyance religieuse imposait ses propres modèles, notamment dans les dortoirs monastiques où le froid et l'inconfort étaient acceptés comme des disciplines spirituelles. Le modèle de sommeil biphasique qui dominait la société médiévale, avec sa période d'éveil entre le premier et le second sommeil, était également influencé par les pratiques religieuses, même s'il pouvait avoir des fondements biologiques et environnementaux. En regardant en arrière d'un point de vue moderne, nous pouvons tirer plusieurs leçons. La première est un profond sentiment de gratitude pour les technologies que nous tenons souvent pour acquises. Le chauffage central, les bâtiments isolés, les matelas et la literie moderne, la lumière électrique qui nous permet de contrôler nos horaires de sommeil, tout cela représente des améliorations transformatrices du confort et du bien-être humain. Lorsque nous nous plaignons qu'une pièce est légèrement trop chaude ou trop fraîche, nous pourrions nous souvenir du paysan médiéval, pour qui le choix était entre l'inhalation de fumée et le gel. Deuxièmement, nous devrions reconnaître la remarquable résilience et adaptabilité des gens du Moyen Âge. Ils ont survécu et même prospéré dans des conditions que nous trouverions intolérables. Des générations sont nées, ont vécu et sont mortes dans des chaumières d'une seule pièce, avec des sols en paille et un air enfumé, trouvant des moyens d'aimer, de rire, de travailler et de se reposer dans ces contraintes. La capacité humaine d'adaptation et de trouver un sens et de la joie même dans l'adversité nous rend humbles et nous inspire lorsque nous contemplons véritablement l'expérience vécue au Moyen Âge. Troisièmement, l'approche médiévale du sommeil remet en question certaines hypothèses modernes. Notre accent contemporain sur les espaces de sommeil individuels, sur le calme, l'obscurité et le contrôle de la température crée des attentes qui peuvent en fait rendre le sommeil plus difficile lorsque les conditions ne sont pas parfaites. Les gens du Moyen Âge s'attendaient à l'inconfort et parvenaient à dormir malgré tout. Leurs arrangements de sommeil communs favorisaient les liens sociaux et fournissaient une chaleur à la fois physique et émotionnelle. Le modèle de sommeil biphasique a peut-être offert des avantages psychologiques qui manquent à notre horaire de sommeil consolidé. Certains chercheurs modernes du sommeil suggèrent que nos habitudes de sommeil actuelles sont en fait des artefacts de l'industrialisation et de l'éclairage artificiel. De nos jours, nous pouvons également voir des parallèles préoccupants dans notre monde. Alors que les habitants des pays développés jouissent d'un confort sans précédent, des millions de personnes dans le monde dorment encore dans des conditions qui seraient reconnaissables pour des paysans médiévaux. Le sans-abrisme dans les villes modernes soumet les gens au froid et à un abri inadéquat. Les camps de réfugiés abritent des familles dans des structures surpeuplées et mal isolées. La pauvreté rurale dans de nombreuses régions signifie dormir dans des logements d'une seule pièce avec un chauffage minimal. Les luttes médiévales contre le froid et l'inconfort n'ont pas été universellement résolues, elles ont simplement été redistribuées géographiquement et économiquement. Le changement climatique introduit de nouvelles incertitudes. Le petit âge glaciaire qui a rendu les hivers médiévaux si brutaux était une fluctuation climatique naturelle. Notre changement climatique actuel est anthropique et ses conséquences incluront des perturbations des régimes météorologiques, des systèmes énergétiques et de la stabilité sociale. Il n'est pas impossible d'imaginer des scénarios où les populations modernes, ayant perdu les savoirs populaires et les pratiques communautaires qui ont permis aux gens du Moyen Âge de survivre à des conditions difficiles, pourraient se retrouver à lutter pour s'adapter aux défis climatiques sans les technologies dont nous sommes devenus dépendants. L'histoire du sommeil médiéval est finalement une histoire de la vulnérabilité humaine et de l'ingéniosité humaine face aux défis environnementaux. Elle nous rappelle que le confort n'est pas un droit de naissance, mais une réussite, que l'intimité est un luxe et que le besoin humain fondamental de repos a été satisfait de manière radicalement différente à travers le temps et l'espace. Les gens du Moyen Âge que nous avons rencontrés dans cette exploration, paysans et nobles, moines et enfants, marchands et serviteurs,
ont affronté la nuit avec les outils à leur disposition et ont trouvé des moyens de dormir et de se réveiller. Nuit après nuit, hiver après hiver. Leurs expériences sont séparées de nous par des siècles et par des révolutions technologiques, mais les besoins humains fondamentaux qu'ils luttaient pour satisfaire restent constants. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage à travers les nuits froides de l'Europe médiévale. J'espère que cette exploration vous a donné une appréciation plus profonde à la fois des difficultés que nos ancêtres ont endurées et des progrès remarquables que nous avons accomplis dans la création d'environnements propices au repos et au confort. Si vous avez trouvé cet examen des pratiques de sommeil médiéval éclairant, je vous serai reconnaissant de mettre un « j'aime » à ce travail et de le partager avec d'autres personnes que le sujet pourrait intéresser. Votre engagement aide à faire connaître ces explorations historiques à un public plus large. N'hésitez pas à laisser vos réflexions et questions en commentaire, car la conversation sur la manière dont nous comprenons et apprenons du passé est toujours enrichie par des perspectives diverses. Merci de votre attention et que votre propre sommeil soit chaud, confortable et non perturbé par les défis que nos prédécesseurs médiévaux affrontaient chaque nuit